Plaisir de présenter Christina Kullberg, qui est à l'université d'Uppsala en Suède, où elle est professeure de littérature francophone, spécialiste de littérature caribéenne et de récits de voyage. Parmi ses publications, de nombreux articles sur la littérature antillaise contemporaine, sur Glissant, Condé, Chamoiseau, Césaire, Fanon, sur les relations des missionnaires aux Antilles du début de la colonisation des îles, ainsi que 3 monographies, The Poetics of Ethnography in Martinican Narratives, Lire l'histoire générale des Antilles de Dutertre, et Points of Entanglement in French Caribbean Travel Writing, qui est paru en 2023. Alors, si je me souviens bien, tu travailles aussi en fait sur les siècles antérieurs. En fait, tu as plusieurs compétences, mais là tu as mis en évidence la partie contemporaine, moderne contemporaine. Et ton projet de recherche actuel s'intitule « Je dis la furie des eaux en débordement, réponse poétique aux catastrophes naturelles » qui est soutenu par the Swedish Foundation for Research in the Humanities and Social Sciences. Voilà, et donc tu vas nous parler aujourd'hui de l'état nomade, repenser le regard du voyageur à travers Baskets de Jean-Claude Charles. Merci beaucoup. Oui, j'aurais peut-être rebaptisé le titre de Vectotopie au basket, peut-être après la première présentation. Et merci aussi à Francois d'avoir... C'est presque que vous avez vraiment... préparer le chemin pour ma présentation qui sera donc focalisée sur une œuvre, celle de Jean-Claude Charles. Et finalement, merci à Saria et à Sylvie pour ce beau colloque. Vous êtes encore réveillés. Thank you for bearing with me. Je vais essayer de faire vite. Pour ma part, je suis un enracinérant. Aucun autre terme dont j'aurais pu me disposer ne me convient. Je ne suis pas un écrivain migrant, même si je suis en perpétuelle migration dans un triangle dont Haïti serait le sommet fuyant, les États-Unis et la France, les angles de base, et l'on voit tout de suite les limites de la métaphore. Cette citation est tirée d'un texte intitulé « Réflexion » de l'écrivain haïtien Jean-Claude Charles, né en 1949 et mort à Paris en 2008. Nous avons ici 2 images de la pensée qui sont paradoxales ou du moins parcourues par des tensions. D'abord le concept enraciné errant, mot valise oxymorique qui épouse l'idée d'enracinement et celle d'errance pour offrir une alternative à la catégorie d'écrivain migrant, très étudié par la recherche littéraire au tournant des années 2000, où le texte a été écrit. Notons que Charles ne refuse pas seulement cette catégorie qui risque, il est vrai, de réduire un auteur à un statut géopolitique et son écriture à une expression collective de ce statut, même s'il est, Jean-Claude Charles, comme il le dit, en migration, ayant fui la dictature de Duvalier dans les années 70, comme beaucoup d'autres auteurs de sa génération. Mais aussi, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'il refuse la notion d'écrivain, comme si l'enracinérant doit réinventer l'écriture en fonction du mouvement perpétuel qui l'habite. Ensuite, l'image de son triangle de mouvement renverse la compréhension acceptée des racines, car son pays natal est le point du triangle. Fuyant, oui, mais aussi suggérant une autre idée de l'ancrage culturel, identitaire et historique. Car ici, écrit Charles, les racines sont au ciel et à la base, il y a des branches et d'infinies possibilités de greffe. Dans l'ensemble, pas mal d'espace pour circuler, voltiger de liane en liane, changer d'arbre, etc. Les souches sont aériennes, pour ainsi dire. Elles poussent en plein air, offrant des lianes qui permettraient à l'homme de sauter d'un lieu à l'autre. Mouvoir est synonyme d'écrire. Je bouge en écrivant, j'écris en bougeant, dit-il. Charles n'est pas seulement un écrivain qui voyage, le mouvement traverse son écriture, paradoxalement comme point de repère et comme ouverture. Le regard de l'enracinérant
vient d'un ailleurs qui n'est pas localisable, mais mobile. Et en ce sens, je pense que ça peut nous aider justement à repenser, à décentraliser la figure même du voyageur, un peu dans le sens qu'on a entendu là tout à l'heure, mais aussi l'écriture même. Le concept d'enracinérance apparaît pour la première fois sous la plume de l'écrivain dans un livre à la fois autoréflexif et historique sur le racisme et le sujet noir, Le corps noir, paru en 80. C'est un grand livre qui mérite d'être lu avec autant d'attention que Peau noire, masque blanc. Je ne vais pas m'entarder ici, mais ce qui me paraît pertinent dans ce colloque, c'est qu'une certaine idée de mouvement implique chez Charles une ontologie liée à l'état nomade, terme emprunté bien sûr de Nicolas Bouvier, vous le savez, et qui est aussi cité par Jean-Claude Charles, mais pour l'auteur haïtien, c'est en même temps une espèce de critique d'une certaine acceptation exotisante du voyageur occidental comme nomade. La centralité d'enracinérance dans son œuvre se confirme par la reprise du concept dans un texte qui porte ce titre, paru en bouture en 2000. On n'est donc pas surpris de voir que toute l'œuvre de Charles est traversée par le voyage. Ces deux romans, Manhattan Blues et Ferdinand, Je suis à Paris, se déroulent dans un itinéraire réel et imaginaire entre les points de son triangle, Paris, New York, Port-au-Prince. Et surtout, bien sûr, nous avons ces récits de voyage, de 6 jolies petites plages, racontent les déplacements des boat people haïtiens dans les années 80 et leur incarcération dans différents camps aux États-Unis. Il est question là d'un déplacement qui annule notre conception européenne du voyage et du voyageur. Ici, nous avons des voyages et des expériences des autres racontées par un autre voyageur, observateur ou enquêteur qui prend, et je le cite, le parti des hommes et des femmes qu'on empêche de circuler, qu'on arrête, qu'on refoule, qu'on renferme. Je prends le parti de ceux qui souffrent sous le poids du monde injuste qui leur est fait. Charles fait un récit de voyage à rebours, dans le sillage de ceux qui bougent, qui passent d'un pays à l'autre, sans être reconnus voyageurs, mais qui viennent d'un ailleurs, désirés par le voyageur occidental, à condition que ces jolies plages soient désertes et que les personnes de cet ailleurs ne voyagent pas vers ici. Vous entendez sonner dans le titre sa critique ironique cinglante de ce regard touristique du citoyen du Nord. Les récits de ses propres voyages sont très courts, commandés et publiés par le journal Le Monde dans la section Le Monde sans visa. Ces textes se présentent comme des chroniques, la plupart d'entre elles dépourvues de date. Charles avait commencé de les ranger pour en faire un volume, mais la mort a rattrapé le voyageur avant qu'il ne puisse le faire publier. Grâce au travail de l'éditeur Rodney Saint-Aloy, de Mémoire d'Encrier à Montréal, et à la recherche d'Alba Pessini, ces récits de voyage ont vu le jour en 2018 sous le titre Basket, et respectant l'idée de l'auteur pour l'organisation, couvrant des itinéraires qu'a fait Charles aux États-Unis, en France, en Haïti, le Brésil, l'Allemagne et en Afrique de l'Ouest. Entre 86 et 93, soit l'année de la chute de François Duvalier et Duvalier-Fils, jusqu'au début de la période tumultueuse en Haïti qui mènera à la chute de Jean-Bertrand Aristide en 96. C'est donc le sommet fuyant, les racines potentielles qui englobent le récit, pourrait-on dire, Haïti. Et son Amérique, à lui, est archipélagique, incluant aussi d'autres espaces, Martinique, Haïti, Bahamas, Canada, le Mexique, et la diaspora. Contrairement à d'autres voyageurs français, comme Simone de Beauvoir dans les années 40, et Edgar Morin dans les années 70, et Jean Baudrillard, qui écrit son Amérique, cité dans Basket, la même année que Charles devient chroniqueur pour Le Monde. Charles voyage avec la littérature, comme le démontre si bien Pessini dans sa postface au volume. C'est Michel Léris, aussi Barthes, le style Bic,
Graham Greene, Jack Kerouac et Chester Himes, surtout Chester Himes. Mais aussi Naipaul, C.L.R. James, enfin toute la littérature antillaise. Et d'autres formes d'expression que l'on découvre aussi au fil de la lecture, c'est le film, notamment de son compatriote Raoul Peck, et la musique, surtout le jazz, mais il cite aussi Prince, When Doves Cry, et qu'il traduit lui-même en français. L'enracinement s'applique ainsi au genre, aux médias et aux langues. Ce n'est pas seulement une manière de voyager, mais aussi d'exprimer le sujet dans le monde sur le mode enracinérant. Et dans ma présentation aujourd'hui, je propose d'explorer comment une écriture à la fois coupée et mobile et un regard questionnant l'idée même d'un ailleurs émerge de l'enracinérance qui nous permet justement de problématiser la figure de voyageur nomade. Et si vous voulez, proposer un autre usage du monde. Basket, bien sûr, le titre nous indique la modalité du voyageur, du voyage charlien. C'est à pied, déambulant, dans des chaussures confortables. C'est très important. Il signale aussi le translinguisme de son écriture, prenant un mot américain qui, par dérive, est devenu un mot français. Vous savez, basket en américain, c'est sneakers, right? Et appartenant tout de même à la street culture qui est surtout formée par des Noirs. La chronique voyageuse qui miroite le titre porte justement sur Chester Himes, l'Amérique Chester Himes au basket. Le seul texte à être daté d'ailleurs et qui commence sur un mode presque fantasmagorique. Et je cite, « Personne ne les voit, sauf moi. Je traverse l'Amérique en compagnie de deux lascars. L'un s'appelle Ed Cercueil, l'autre Fossoyeur. Nous sommes sur les traces de Chester Himes. Bon, d'où viens-je? Ça, je sais, de Paris. Où vais-je? Ça, c'est plus dur. » Il se déplace en fait avec deux personnages de Himes, dans une zone à moitié imaginaire, et pourtant le voyage, sans direction précise, l'amène à travers une Amérique multiple et fuyant, non pas à force des grands espaces qui est le cliché, mais plutôt en laissant se guider par les pas, enfin par le mouvement même. Il marche sur les rues moroses de Cleveland, il roule en voiture à travers les faubourgs louches et décrépités où Himes aussi est passé. Mais sans chronologie, sans ordre logique, il saute d'un snapshot à un autre sans fil conducteur. Charles se présente dès lors comme un déambulant qui se mêle au monde plutôt que de l'observer. Je marche, donc je suis. Ambulo ergo sum. La paraphrase de l'anthropologue Jean-Didier Urbain s'adapte parfaitement aux voyageurs enracinérants. Il écrit à partir du corps dans l'espace. Ainsi, les débuts de chacun des chroniques voyageuses jettent le lecteur in medias res dans l'espace, qu'il s'agisse d'une évocation d'une personne avec laquelle on entre directement par le biais de Charles en communication. Ce sont des amis ou des personnes qui passent un certain savoir sur un lieu, ou bien une personne anonyme comme Linda, la serveuse de Las Vegas, qui est en même temps enfin, aussi une critique, je crois, de la personnalisation, enfin, de l'intégration du personnel dans le capitalisme américain, avec le badge Linda, enfin, comme ça. Dans d'autres chroniques, on entre directement dans un lieu. Le premier tableau de New York, par exemple, on est loin d'un panorama d'une ville debout. Il écrit « Nous sommes environ 2000 tassés dans le nef central de la cathédrale Saint Patrick à Manhattan. » Quelques lignes plus loin, on comprend qu'il s'agit d'une rencontre de la communauté haïtienne. On pourrait aussi évoquer sa description de la MoMA, la fameuse musée d'art moderne à New York, qui ne se consacre qu'à la boutique de souvenirs. Clin d'œil à Diane Benjamin, ou bien un geste surréaliste de défamiliariser le connu. Et dans ses entrées de matière, Charles procède presque toujours en faisant une espèce de zoom-in, en évoquant une adresse spécifique, la voiture roulant sur l'autoroute, une topographie, ou un regard sur une scène de rue, ou quelques approches qui dégonflent complètement un cliché. Il commence avec le cliché,
un tableau stéréotypé d'un paysage qui termine avec un presque, et ensuite il commence son récit. Et on reconnaît là les marqueurs du voyageur contemporain déconstruisant le voyage par force de ne plus avoir rien à découvrir, en fait. C'est un peu ça aussi. Mais chez Charles, c'est aussi une manière d'être dans l'espace. Du point de vue de la narration, il fait voir le monde par le tour et non pas la carte, pour reprendre les termes de Michel de Certeau. Mais aussi, c'est une certaine démarche empruntée de films, des films indépendants noirs comme l'a montré Mantia Diawara, qui présentent toujours les villes à partir des rues et des corps ambulants dans les rues, refusant le vertige du pouvoir du panorama. Et aussi le documentaire de Raoul Peck, car décrire le lieu, c'est plutôt le transcrire, c'est-à-dire noter et enregistrer les détails, les événements, tout en évitant de les arranger et de les mettre ensemble pour en faire une description ou une narration cohérente. Toujours dans la chronique sur Himes, je cite, « Entre fiction et réalité, je parcours quelques lieux qui m'encantent. Un calicot barrant le ciel m'apprend qu'il est bientôt le festival de la communauté. Des maisons en bois peint, des maisons de briques rouges, des perrons, des porches, des colonnades, des panneaux annonçant les zones sous gardiennage, histoire de dissuader les salopios, le vieux chemin de fer dans les hautes herbes, au bord de la nationale 283, les gosses qui batifolent dans les cailloux. » On suit donc l'œil de l'observateur parcourant ce neighborhood, s'arrêtant rapidement à quelques détails. Rien qu'à leur évocation, ces détails racontent aussi seule l'historicité et le présent du lieu. Le style enracinant emprunte clairement le point de vue d'une caméra documentaire. Mais là où le film a l'avantage du visuel, le récit d'écriture a l'avantage du langage. Et parfois, on a l'impression que les phrases de Charles s'arrêtent comme un marcheur qui prend une pause pour regarder, pour souffler et qui sait. Trait qu'on associe souvent chez lui d'une espèce d'écriture jazz, mais qui est également marqué, je pense, par son mode de mouvement. Parce qu'une caméra peut enregistrer par le montage le son, donner des sens aux autres langues, mais Charles fait en sorte que les autres langues glissent dans sa prose sous les signes d'une éthique. Se mettre à l'écoute de l'autre et de l'ailleurs et les laisser influencer sur son style. Il dit « Assuré de la racine et de l'errance, l'enracinérant n'a pas peur des mots des autres. Il dit oui à la mondialisation des flux d'écriture, de signes et de sons, oui à la migration des genres à l'intérieur d'un texte qui, du coup, devient atypique. Oui à la part d'ombre qui marque les textes et qui s'accorde à un vécu, pourquoi pas, transnational. » L'enracinérance détermine ainsi narration et style comme justement un message du monde. Et c'est sur ce point qu'il me semble que Charles offre une réflexion du sujet liée au mouvement. Je vais me tourner encore une fois à cet anthropologue urbain, mais je vais le citer en anglais, parce qu'il propose 3 anthologies du voyage, en partant justement à ce rapport qu'on a à l'ailleurs. J'ai uniquement trouvé la traduction de ce texte par Charles Fawcett, donc désolé, mais il écrit d'abord. Premièrement, donc, an ontology of travel according to which traveling is understood positively as an existing over there, projected into a distant place. Secondly, an ontology of travel according to which traveling is defined negatively as no longer existing here, a desire for elsewhere filled with an urge to move away. Third, an ontology of travel according to which traveling is perceived neither positively nor negatively as an existing neither here nor there, existing nowhere and everywhere. Et je pense que cette 3e anthologie résonne avec Charles
Sauf que pour lui, l'itinéraire, enfin ce mouvement vers l'ailleurs est presque toujours annulé, c'est pas central en fait. Le voyage même passe en éclipse, et en revanche, on plonge donc dans l'espace avec le voyageur, souvent par l'entremise d'un détail, ce qui a pour un effet que l'ailleurs devient un ici-là, comme on dit en créole, enfin, dans un mot même, ici-là. Et c'est comme s'il cherchait à dépouiller le regard du voyageur de ce désir d'ailleurs ou de fuite en privilégiant un engagement dans l'espace visité. Une sorte de rapport presque érotique, selon le sens de Merleau-Ponty. Donc que la perception, dit Merleau-Ponty, érotique n'est pas un cogitatio qui vise un cogitatium. À travers un corps, elle vise un autre corps. Elle se fait dans le monde et pas dans une conscience. Après tout, Charles croit plus, ou moins à l'inspiration qu'à la transpiration, au frottage plutôt qu'à la distance. Et ce rapprochement du monde, d'être dans le monde, se manifeste dans et passe par l'attention du détail, laissant l'endroit visité et les personnes rencontrées glisser dans le style, toucher à sa plume, liant ainsi à la figure du voyageur une autre pratique spatiale qui portera un regard incorporé, embodied gaze, I'd say in English, sur un ailleurs qui est toujours un ici. Dans ce sens, l'enracinérance retrouve une autre compréhension de l'état nomade aussi, parce que la figure du nomade a connu une sorte de renaissance à partir des années 80, à l'aune des théories postmodernes du sujet nomade, etc. Mais Urbain, justement, et ça reprend un peu ce que vient de dire Romuald, qu'il y a une critique de cette notion, il y a une certaine tendance exodissante de cette compréhension du nomadisme, liée à la figure de voyageur comme vagabond, libre, parcourant un espace désert illimité. Mais en fait, en réalité, le nomadisme est toujours dicté par les conditions d'existence culturelle et naturelle. Et Charles, ambulant, est toujours attaché à son triangle. Et il articule donc effectivement son voyage à partir d'une conception spatiale restreinte aussi. Et par le biais des détails, il s'accroche aussi à l'ailleurs et le mesure non pas par rapport aux distances, mais par rapport au vécu quotidien. Il flotte tout en s'attachant à quelque chose de précis et souvent marginalisé. On a une espèce d'empirisme d'une vie vécue en transit, dans ce sens. Il y a aussi une dimension temporelle dans l'enracinérance qui me semble avoir passé souvent inaperçue par les critiques. Et là, je fais mes tournées justement à Glissant, et c'est très très bien que ça a déjà été préparé par sa notion de temporalité. Parce qu'Édouard Glissant, une dizaine d'années après la première apparition de la notion de Jean-Claude Charles, il forge l'expression une errance enracinée à partir d'une lecture de Saint-Jean Perse. Glissant voit dans la poésie de Perse, et je cite, l'évidence déjà de tous les ailleurs possibles, qu'il lie à son rapport complexe à son île natale, la Guadeloupe. Glissant introduit ainsi un composant temporel. L'histoire et le contexte affectent pour lui la manière dont on se place et se rapporte au monde, comme une articulation immatérielle de la racine. De même, le voyageur charlien porte en lui son passé et reconnaît toujours le mouvement de l'histoire dans la rencontre avec les ailleurs. Il dit toujours cette vieille affaire entre l'histoire et le corps, l'écriture de l'histoire et l'écriture du sujet. Le voyage enracinérant n'est donc pas seulement une pratique de l'espace, c'est aussi une pratique du temps où sont négociées subjectivité et collectivité. Et on voit ça surtout dans ce cycle de retour, enfin, entre New York, Paris et Port-au-Prince. Il y a une espèce de temporalité en couche, enfin, c'est extrêmement complexe, enchevêtré. Si l'espace de son écriture se multiplie, il en va de même pour les temporalités, à la différence seule que le temps, on le porte justement avec soi. Le poids de l'histoire, les sensibilités du vécu.
Et je cite, « À force de frotter ma peau à d'autres peaux, à force de frotter ma langue à d'autres langues, j'ai fini par éprouver ce que Foucault appelle l'épaisseur historique de la langue, et par vouloir secouer celle-ci, averti des conditions des productions dans la fabrique du réel en tant que construction, et comment ça vient, comment ça se fait, comment ça se finance, comment ça s'écrit, comment ça se raconte, comment ça se rend cinglé des fois. J'étais enfin prêt pour devenir écrivain journaliste. » Dans la préface de la réédition d'une collection d'essais de Charles, l'écrivain haïtien James Noël affirme cette articulation temporelle en désignant l'écriture de Charles comme, je cite, « une fièvre profonde qui prend racine, enracinérance, en règlement de compte avec l'histoire. L'histoire d'Haïti et de la diaspora, Charles le porte à son écriture, pas en destin collectif, mais comme une représentation, ou comme représentant d'une collectivité, mais comme une sorte de trace. » Et je finirai par poser la question, donc Jean-Claude Charles, peut-on dire qu'il a construit une autre figure de voyageur dont le regard pourrait contribuer à libérer le récit de voyage de son emprise coloniale, justement. Et dans le monde anglophone, on a vu une montée d'intérêt pour le récit de voyage empruntant un regard de l'ailleurs, notamment postcolonial. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'on n'a pas exactement le même mouvement ici en France, malgré les connexions entre les réseaux de voyage comme Étonnant Voyageur et les écrivains francophones. Mais justement, Charles, il n'appartient ni à la catégorie de récit de voyage postcolonial, ni au récit de voyage africain-américain. L'enracinérant cherche plutôt à esquiver ces catégories et trouver une autre manière d'être dans le monde. Toutefois, ces textes, je le pense, montrent bien ce que note Mary-Louise Pratt en s'appuyant sur Anne Stoler, qui problématise Foucault, que les discours d'Europe et aussi des États-Unis ne peuvent pas être compris uniquement à partir d'une perspective centralisante et occidentale. Et Jean-Claude Charles, justement, il construit dans son errance enracinée une zone critique, je pense, qui s'articule entre les espaces et toujours dans le mouvement. Merci.